messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission spéciale de Téléhandicap. Notre invité d'aujourd'hui fait partie de cette nouvelle vague des idées-lumières pour participer à sa manière dans l'innovation numérique destinée à permettre la conception de nouveaux services avec différents intervenants au niveau des soins de santé mentale. Il est docteur en psychologie clinique et spécialiste dans l'innovation numérique. Sans plus tarder, il me fait grand plaisir d'accueillir dans cette émission spéciale le professeur et chercheur Stéphane Vial, créateur de Mentalis. Docteur Vial, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, très très bien, merci pour votre accueil. C'est un plaisir pour moi d'accueillir une personne comme vous qui va essayer de nous apprendre énormément de choses sur cette nouvelle vague qui change et qui commence à changer pas mal, que ce soit positivement ou négativement, le monde. Tout d'abord, je vous demande de nous parler en introduction brièvement de votre parcours universitaire à Lyon, une ville avec laquelle j'ai eu ce privilège de se développer intellectuellement, avant d'aller en détail dans les différents sujets qui relèvent de cette conjugaison impressionnante dans cette innovation numérique responsable de la santé mentale. On vous écoute. Merci beaucoup. Écoutez, moi j'ai un parcours multidisciplinaire. J'ai étudié effectivement pour commencer en France, dans la ville de Lyon, parce que je suis originaire de cette région-là. Et j'ai commencé mon parcours dans le domaine de la philosophie. Donc j'ai étudié jusqu'au doctorat en philosophie. Et mon doctorat que j'ai fait un peu plus tard, j'ai commencé d'abord ma carrière comme enseignant de philosophie en France. Mon doctorat portait déjà sur le numérique. C'était l'une des premières, si ce n'est la première thèse de doctorat en philosophie en France sur le sujet du numérique. Et par la suite, j'ai complété ce parcours, euh, les hasards de la vie, par un deuxième parcours en psychologie clinique qui m'a amené à obtenir en France le titre de psychologue clinicien. J'ai un petit peu exercé à l'hôpital comme psychologue. Et finalement, je suis revenu, on va dire, à mes amours philosophiques. Je n'ai pas embrassé la carrière de clinicien, mais j'ai été formé au regard clinique et à l'approche clinique en psychologie. Mais finalement, je pourrais ajouter le mot finalement plusieurs fois, mais il y a eu plusieurs rebondissements inattendus dans mon parcours qui montrent que je cherchais quelque chose. Maintenant, je sais ce que c'est. Je cherchais une pratique, une application de la pensée dans quelque chose de concret, parce que je suis fils de menuisier peut-être. Et à un moment donné, j'ai eu un peu de frustration avec la philosophie pour la philosophie. Alors j'ai cru dans la psychologie clinique avoir trouvé la pratique que je cherchais. C'était un peu le cas parce que ça s'appliquait, il y avait des patients, une relation soignée, aidée. Mais ce n'était pas encore exactement le type de pratique que je cherchais pour m'épanouir pleinement. Et je n'ai pas compris immédiatement ce que c'était. Mais les chemins de la vie sont parfois bien faits. Et je me suis retrouvé un petit peu plus tard à Paris à être professeur toujours de philosophie à ce moment-là, mais dans une école de design. Donc, enseigner la philosophie à des étudiants en design, à de futurs designers. Et ça a beaucoup changé ma trajectoire. Pendant plusieurs années, j'ai enseigné, j'ai aussi co-enseigné avec des collègues, professeurs, designers, architectes. C'était assez intéressant comme expérience. Mes collègues designers et architectes ben, enseignaient leur partie, la conception architecturale, le design. Et moi, en tant que philosophe intégré dans ces enseignements de design, je venais un peu tester le discours des étudiants. Quels termes choisissent-ils? Quels concepts? Quelles problématiques? Par exemple, je ne sais pas, des étudiants en design d'intérieur avaient pour projet de réhabiliter le hall d'entrée d'un hôpital pour enfants. Eh bien, en cours, avec moi, on travaillait sur la médecine, la santé. Qu'est-ce que la santé? Qu'est-ce que l'accueil? Et donc, il s'agissait tout le temps d'avoir des concepts de philosophie qui avaient une pertinence applicable dans des projets de design. Et c'est un peu cela qui m'a fait passer du concept à la conception, c'est-à-dire de la philosophie au design. Et ensuite, je l'ai investi à ma manière dans le domaine du numérique parce que j'étais très attiré par, je parle là du milieu des années 2000, j'étais très attiré par
tout ce qui se passait avec le web. Les réseaux sociaux n'existaient pas vraiment encore, mais c'était déjà une époque fascinante, l'époque des blogs, par exemple, des forums. Et j'étais fasciné par ce que l'on appelait déjà la révolution numérique. Et c'est justement sur ce thème que j'ai fait mon doctorat en philosophie, avec l'intention au départ donc de mieux comprendre qu'est-ce que c'est que cela, le phénomène numérique. Et plus tard, c'est ce que je fais maintenant ici à l'UQAM au Québec, au Canada, mais plus tard, je suis arrivé dans des travaux plus pratiques parce que par la suite, je suis devenu professeur en design. J'ai changé de discipline. Le design m'a vraiment englouti positivement et j'ai fait le changement, le switch. Et je suis passé de professeur de philosophie à professeur en design. D'abord en France, à l'université de Nîmes, dans le sud, et ici, ensuite, à Montréal, à l'UQAM, où je suis très heureux à l'école de design de l'UQAM, et où j'ai eu la chance, grâce au travail accompli aussi, bien sûr, mais d'obtenir une chaire de recherche Oui. dans le domaine du design et de la santé mentale numérique. Et ça venait un petit peu euh, rassembler, réunir différents centres d'intérêt que j'avais depuis longtemps. Pas parce que je voulais les réunir pour me faire plaisir, mais parce que réunir ces éléments-là permettait de définir un nouveau champ de recherche inédit. Aborder la santé mentale On sous va y le... arriver à ça, mais Ouais, restons. je finis Oui, on juste de va y cette phrase, c'est arriver. aborder la santé mentale par le numérique et le design. Puis j'en suis là aujourd'hui et ça résume effectivement mon parcours. Mais j'ai une question importante. Vous avez parlé de design. Donc, vous Oui, avez fait vos études, votre doctorat, votre thèse. Est-ce qu'il y avait déjà l'idée du mental dans votre tête ou c'est venu en cours de route après votre voyage à Paris? pour l'aspect santé mentale, vous voulez dire? Oui, oui, le soin mental. Ben, en C'est fait, arrivé quand exactement? En fait, les choses sont jamais exactement dans une séquence linéaire. Il y a des choses que je commençais alors que j'en terminais d'autres. Mais si vous voulez, dans l'ordre, il y a eu la philosophie, c'est vrai, la psychologie ensuite, parce que j'ai recommencé des études universitaires de zéro en psychologie clinique. Et il y a eu d'abord ces deux choses. Puis ensuite, je me suis retrouvé à Paris à enseigner la philosophie à des designers. Et dans ces années-là, j'ai mis un petit peu de côté la psychologie, la dimension santé mentale. Je me consacrais plus à philosophie et design, créativité numérique, design numérique. Et c'est quand je suis arrivé au Québec, à Montréal, et que j'ai commencé à développer un programme de recherche nouveau en 2019 que là, j'ai intégré tous ces éléments ensemble. Donc, j'étais déjà sur le numérique, sur le design, puis j'ai réintégré la santé mentale qui était quelque chose que j'avais dans mon parcours, jamais oublié, mais moins travaillé pendant un certain temps. C'est excellent, c'est excellent. Comme je dis, moi aussi, je veux apprendre cette spécificité que vous allez nous dégager aujourd'hui et pour les téléspectateurs et même peut-être pour des parents, pour des membres vivant avec un handicap ou avec une maladie. C'est pour cela, je veux continuer dans la même voie de pensée, étant donné que de nos jours, on dit que l'ordinateur est introduit dans toutes les sphères des sciences et autres. La philosophie n'échappe pas non plus. Donc, dans le but de faciliter par le raisonnement à nos téléspectateurs la philosophie du numérique. On sait le numérique est partout de nos jours, surtout quand on voit naître la nouvelle pratique philosophique. Voulez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer votre philosophie du numérique et les effets et surtout le lien exact avec ces images relatives à la santé mentale? Oui, alors ça fait deux questions en une, on va essayer d'y Oui, répondre. oui, 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 oui. Merci pour la question. La philosophie, c'est une discipline ancienne qui consiste à problématiser, poser les bonnes questions, essayer d'y répondre, mais plus encore, savoir poser les questions aussi d'une certaine manière. Et aucun sujet n'échappe à la philosophie, c'est ce que disait Schopenhauer en son temps et d'autres penseurs. Et donc, dans un monde nouveau où apparaissent des nouveaux phénomènes, ben, comme le numérique,
Ben, ce sont aussi des objets sur lesquels il y a matière à philosopher. Alors, comme le numérique est à lui-même un domaine assez récent dans l'histoire humaine, à vrai dire, si on remonte un peu l'histoire de l'informatique, ça a quand même un siècle maintenant. Pratiquement, hein. Les débuts de l'électronique, c'est les années 1920. L'algorithmique, c'est les années 1940. Et puis ensuite, les réseaux, c'est les années 1960-70. Au niveau des inventions, donc tout ce qu'on appelle le numérique aujourd'hui, c'est la synthèse entre l'électronique, l'informatique et les réseaux. Et ça constitue une espèce de nouveau matériau. Moi, j'ai appelé ça dans ma thèse la matière informatisée. D'autres, comme Pierre Lévy, appellent ça le médium algorithmique. Différents termes pour en parler. Mais c'est une espèce de nouvelle substance qui est à la fois physique, parce que c'est ancré dans de l'électronique, hein. Nos appareils informatiques, de nos cellulaires à nos ordinateurs, ils sont bien physiques. Ils laissent d'ailleurs des traces, des déchets, ils polluent aussi énergétiquement, électriquement. Mais c'est aussi de matière un petit peu qui semble immatérielle, parce que justement, toutes ces choses qui apparaissent sur nos écrans, elles sont simulées par la voix de l'écran. Elles sont générées par du code. Et donc, en soi, ce phénomène-là, le phénomène informatique est en soi quelque chose d'intéressant comme ma matière à philosopher. Par exemple, on peut retrouver dans la question du matériel informatique et de ce qu'il y a à l'écran, on peut retrouver des vieux problèmes philosophiques comme l'union de l'âme et du corps. C'est quoi cette étrange dualité que les philosophes nous ont toujours décrit entre le corps comme organisme physiologique, et puis l'esprit comme domaine des représentations et des pensées? On retrouve un peu ça dans l'ordinateur. Il y a les composants électroniques à l'intérieur de la machine, le clavier à l'extérieur. C'est un peu comme le corps de l'être informatique. Mais ensuite, il y a toute cette vie de représentation, les icônes, les boutons, les fenêtres. Nous-mêmes, en ce moment, nous sommes en train de nous parler par vidéoconférence. Alors, on retrouve toutes sortes de grands enjeux philosophiques, l'abstrait et le concret, le corps et l'esprit. Parce qu'il y a un endroit dans l'ordinateur invisible où les signaux électriques deviennent des zéros et des uns. Il y a un endroit où le physique, les signaux électriques, c'est physique, deviennent immatériels, deviennent des zéros et des uns, deviennent des nombres. Et les zéros et les 1 deviennent des couleurs et des boutons et des images de profil et des posts sur les réseaux sociaux. Alors, vous voyez, en soi, c'est philosophiquement passionnant, la chose informatique. Il y a énormément de manières de l'aborder. Il y a des philosophes qui se sont intéressés à ce qu'on a appelé l'ontologie du web. Je pense à Alexandre Monin en France, par exemple. Comment la philosophie peut aider à définir les êtres informatiques, l'ontologie du web. Moi, de mon côté, j'ai plus été dans la phénoménologie du numérique, c'est-à-dire comment comprendre ce que le numérique nous fait vivre sur le plan perceptif. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est tout ce qu'il y avait autour du mot virtuel, Ouais. qui, il y a une vingtaine d'années, était un terme omniprésent. Aujourd'hui, on dit plutôt le numérique. Et le mot virtuel, ça m'avait interpellé parce que c'était un vieux mot philosophique. Ça vient d'Aristote. Bien évidemment, Aristote s'exprimait en grec, mais ça a été traduit en latin médiéval par virtualis. En grec, c'était la dynamis, la puissance. Être virtuel, c'est être en puissance. Par exemple, aux Jeux Olympiques, un nageur est en train de nager en tête de la course. Le commentateur va dire, il est médaille d'or virtuel. Bon, Mm. il est médaille d'or potentiel. S'il continue à nager en tête de la course, il va finir médaille d'or réelle. En fait, actuel, faudrait dire. Et donc, pendant longtemps, le mot virtuel a été, pendant des siècles et des siècles, le mot virtuel s'opposait à actuel, être potentiel ou être en puissance, ou être actuel, c'est-à-dire réalisé en quelque sorte. Et puis, avec l'apparition justement de cette chose étrange, le phénomène informatique, qui fait apparaître des nouveaux êtres à l'écran, on s'est mis à appliquer la notion de virtuel. Aussi parce que les informaticiens, qui ne manquent jamais d'imagination pour utiliser des mots existants, ont utilisé le mot virtuel pour désigner des processus techniques. Par exemple, la mémoire virtuelle, ce qu'on appelle la RAM dans un ordinateur, qui est une mémoire bel et bien physique, mais qui est en fait un processus de simulation. C'est en gros, l'ordinateur utilise un morceau de la mémoire du disque dur
et il simule un autre type de mémoire. Bref, en tout cas, on pourrait me corriger sur la définition, peut-être j'ai un peu oublié ou je me mélange, mais en tout cas, la notion de mémoire virtuelle ou de serveur virtuel sont des termes utilisés en informatique. Maintenant, on parle aussi de la réalité virtuelle. Donc, il y avait tout un tas de termes, pas de termes, il y avait tout un tas d'enjeux associés à ce terme de virtuel. Et j'étais assez choqué au milieu des années 2000 par le fait que l'on opposait le virtuel au réel. Et moi, mon doctorat a été mené dans le but de démontrer que pour comprendre le numérique, il faut arrêter d'opposer le réel au virtuel parce que le numérique est éminemment réel. Évidemment, depuis, on s'en est rendu compte. La pandémie, je crois, a mis a enfoncé le clou, le dernier clou qui restait. Tout le monde a compris que c'est pas parce qu'on était à distance que c'était réel. Les psychologues se sont mis à faire de la thérapie à distance alors qu'ils y étaient opposés. Maintenant, ils peuvent plus s'en passer. Et j'en passe. Et les soins à distance et tout s'est fait à distance. Évidemment, tout le monde est bien au courant. Et donc, on s'est rendu compte qu'énormément de choses que l'on pensait irréelles tant qu'elles n'étaient pas en présence étaient néanmoins transposables à distance à travers des outils numériques, par exemple. De même qu'on s'est rendu compte il y a déjà longtemps que une affirmation sur les réseaux sociaux pouvait avoir un impact dans le réel. Alors moi, c'était au milieu des années 2000, fin des années 2000, et vers 2010, et on était encore à l'époque marqué par l'impression que tout ce qui se passe dans les ordinateurs, c'est pas vraiment réel. Les rencontres en ligne, les forums de rencontres amoureuses sur Internet, c'était pas vraiment réel. Aujourd'hui, c'est carrément la norme. Le dating, comme on dit, les applis de dating, les applications pour les rencontres amoureuses, c'est carrément devenu la norme sociale. C'est tout ce qu'il y a de plus réel. Alors moi, voilà, j'avais travaillé ces questions-là. Qu'est-ce qui est réel et pas réel? C'est vraiment des questions de philosophie pure. Qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui n'est pas réel? Et l'informatique et le numérique sont des phénomènes qui sont venus nous re-questionner sur ce qui est réel et ce qui n'est pas. Ça a étendu le champ de la réalité. On a découvert il existait de nouvelles dimensions dans la réalité qu'on n'avait pas pu imaginer avant. Et d'ailleurs, dans ma thèse, j'ai essayé de montrer que ce n'est pas nouveau. Les technologies ont toujours eu ce pouvoir éminemment philosophique de créer du réel. Je vous donne un exemple, le téléphone. Le Mhm. téléphone d'Alexandre Graham Bell, celui qui a été inventé ici à Montréal. Eh bien, les premiers usagers du téléphone, c'était un peu comme les réseaux sociaux au début. Tout le monde se demandait à quoi ça pouvait bien servir. Moi, j'ai lu Herbert Casson sur l'histoire du téléphone. C'est absolument extraordinaire. On ne savait pas quoi faire avec. Ah, on n'imaginait absolument pas s'en servir pour travailler. Les premiers usagers du téléphone, les early adopters, comme on dirait aujourd'hui, s'essayaient à cela comme un amusement. Et finalement, je me souviens avoir lu un témoignage, la comtesse de Pange, une écrivaine française qui raconte dans les années 1960, elle raconte son enfance à Paris à la fin du 19e siècle, vers 1898, par là. Et le titre de son livre s'appelle Comment j'ai vu 1900, je crois. Et elle raconte comment les gens réagissaient dans la maison familiale où le téléphone venait d'être installé, le bon vieux téléphone. Et elle disait, bien, sa mère, à l'époque, c'est l'époque de Pasteur, était obsédée par les microbes. Donc, elle n'arrêtait pas d'essuyer le combiné parce qu'on parle, on postillonne dans le téléphone. Bon. Et puis, également, elle expliquait que quand le téléphone sonnait, personne n'allait décrocher on a, parce que c'était pas dans les habitudes sociales de l'époque. Quels étaient les objets qui sonnaient? Bah, la sonnette à la porte. Et qui allait ouvrir la porte? Parce que là, on parle de milieux aisés qui avaient la possibilité de s'offrir le téléphone comme nouvelle invention. Qui allait ouvrir à la porte? Bah, les domestiques. Alors, quand le téléphone sonnait, bah, c'est pareil, les domestiques allaient décrocher le téléphone. Et vous voyez, ce qu'elle raconte, c'est que sa grand-mère, elle, qui était plus âgée, pour qui c'était un peu plus brutal, cette nouveauté du téléphone, eh bien, elle a toujours refusé de s'en servir. Elle a donné un argument, une raison. Elle détestait, je la cite, cette manière de se parler sans se voir. Se parler sans se voir, la grand-mère de Broglie, elle s'appelait Madame de Broglie, elle n'avait jamais vu dans sa réalité quotidienne qu'il était possible de se parler sans se voir. Le téléphone avait créé cette nouvelle
réalité, cette nouvelle possibilité perceptive. Entendre la voix humaine sans voir le visage humain, ça n'avait jamais été possible avant le téléphone. À longue distance, je veux dire, hein, parce que derrière un mur ou une porte, oui, mais à longue distance, non. Eh bien, c'est un peu pareil avec l'informatique. Maintenant, non seulement on peut se parler sans se voir par téléphone, mais on peut même communiquer sans se parler et sans se voir par le texting, par les SMS, par le chat. On peut aussi de nouveau se parler en se voyant comme on le fait en ce moment par vidéoconférence. On peut faire tout un tas de choses que le numérique a introduit. Et donc, ça, c'est une des grandes leçons que moi, j'ai essayé de mettre en lumière. L'histoire des techniques, si on la réétudie, montre que ce qui se passe avec l'informatique n'est pas tellement nouveau. C'est juste une nouvelle étape dans un phénomène qui se produit depuis des siècles. On pourrait parler de l'électricité. De L'arrivée beaucoup de de choses. l'électricité Ouais, dans les ouais. foyers, c'était pareil, c'était perceptivement, je veux dire, c'était tellement fort que la compagnie parisienne d'électricité, dans les années 1900, j'hésite un peu sur les dates, mais au début du XXe siècle, a fait une commande à Raoul Dufy. Ça s'appelle la Fée électricité. C'est une fresque gigantesque qui est au musée d'art moderne de la ville de Paris pour Ouais. représenter le phénomène social de l'électricité, l'électrification de l'espace public, de la maison. Et donc, on peut retrouver de nombreux exemples. Donc, moi, j'ai voulu resituer le numérique dans une histoire longue des technologies en essayant de sortir d'une vision instrumentale de la technique où on voit toujours les technologies comme de simples outils. Mais c'est beaucoup plus riche qu'un outil, la technologie. C'est aussi ce qui influence nos perceptions. C'est aussi ce qui détermine ce à quoi on accorde le statut de réel ou d'irréel. Et donc, avec le numérique, j'ai voulu montrer que la méfiance envers le numérique qu'il y a eu au début, qui est un peu moins, voire plus du tout maintenant, mais on a d'autres problèmes avec le numérique. Mais la méfiance perceptive, est-ce que c'est réel ou pas réel? L'humanité avait déjà vécu ça avec d'autres technologies avant. Et maintenant, on a bel et bien compris que c'est bel et bien réel. C'est même devenu presque trop réel et omniprésent. Et donc, j'étais un peu long dans ma manière de vous répondre, excusez-moi, mais c'était tout cela que j'ai abordé dans mon doctorat. D'ailleurs, je veux continuer un petit peu dans la même pensée, surtout tout à l'heure quand on parlait de téléphone, on peut parler de mille et une choses, là, un développement incroyable qui se passe depuis presque les 20 dernières années. Et je m'engage là-dedans, c'est comme vous le savez, vous êtes bien placé pour ça, la société traverse des étapes exceptionnelles et presque sans limite de nos jours. Comme on parle, on peut parler de la nanotechnologie, quand on a réussi à sortir le rayon X miniaturisé, ça c'est du jamais vu. Ça c'est parmi les nouveautés de la dernière vague de ces recherches. Sommes-nous en mesure aujourd'hui de penser que cette méthode qui est la vôtre fait partie de notre grand sujet de nos jours qui est l'intelligence artificielle? Bah, l'intelligence artificielle, c'est le dernier chapitre de Et je l'histoire sais du numérique, chapitre en exactement ça. cours. Il y en a eu d'autres. Dans les grandes étapes, il y a eu l'invention de l'ordinateur en 1945. Il y a eu, par exemple, l'invention de l'Internet, du web, en fait, pas de l'Internet, mais du web en 1989. Il y a eu des grands moments comme ça. Dans les années 80, il y a eu l'invention aussi de tous les logiciels de conception assistée par ordinateur, Photoshop, tout ça, retoucher les photos, faire des montages photos. Et puis, il y a eu les réseaux sociaux qui ont été incroyables. Le mobile, le téléphone mobile qui est devenu un objet dont on n'arrive même plus à se séparer quand on dort la nuit. Il est juste à côté de nous, il est toujours dans notre poche, on l'emmène avec nous d'une pièce à l'autre. Il y a eu tout un tas de moments, et il va y en avoir encore. Mais c'est vrai que depuis quelques années, on assiste à une émergence fulgurante de l'intelligence artificielle, qui est là aussi un vieux sujet. Ça fait des décennies qu'on parle de l'intelligence artificielle, mais disons, de nouvelles inventions, comme ce qu'on appelle l'apprentissage profond, qui d'ailleurs a été inventé en grande partie à Montréal ici, ont permis d'amener ce qu'on avait appelé l'intelligence artificielle depuis longtemps à un nouveau niveau, c'est-à-dire à faire faire des tâches par les ordinateurs, des tâches dites intelligentes, des tâches qui peuvent être par exemple de la reconnaissance d'images, de la reconnaissance automatique d'images pour détecter un cancer avant même que l'œil d'un médecin soit capable de le voir sur une radiographie, par exemple, ou
la traduction automatique dans une autre langue. Aujourd'hui, il y a presque plus de traducteurs dans les médias. Il y a des réviseurs de traducteurs automatiques, des réviseurs humains de Oui, traducteurs oui, automatiques. oui. Et ainsi de suite, hein. Il y a d'autres choses. On parle beaucoup de ChatGPT, mais ce n'est que la partie visible et un peu à la mode de l'iceberg au niveau de l'intelligence artificielle. Donc oui, il y a beaucoup de choses qui se développent. L'intelligence artificielle, c'est aussi les algorithmes de recommandation. Vous regardez une série sur une plateforme de vidéos, la plateforme vous recommande automatiquement des contenus qui sont liés à ce que vous avez déjà aimé. Ça, c'est de l'intelligence artificielle, par exemple. Il y a toutes sortes de choses. L'intelligence artificielle, c'est un univers assez hétéroclite où il y a toutes sortes de branches dans l'intelligence artificielle. Donc, vous faites partie de cette vague des idées lumineuses, on peut dire. Ben, moi, pour l'instant, dans mes travaux, il n'y a pas encore une couche d'intelligence artificielle, mais ça va très certainement venir bientôt parce que de plus en plus de processus numériques s'enrichissent avec l'intelligence artificielle. Puis, comme toujours avec les inventions, on peut en faire des bonnes choses et des moins bonnes choses. Donc, nous, ce qui nous intéresse dans mon équipe et mon projet Mentalis, c'est de voir qu'est-ce que l'on peut faire de pertinent pour les humains au niveau de la santé mentale avec de l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de choses qui se font, qui s'essayent, par exemple des chatbots, des agents conversationnels qui vont répondre. Il y a des expériences qui ont déjà été menées, pas nécessairement scientifiques, mais vous pouvez par exemple chatter, dialoguer avec un outil comme ChatGPT ou un autre, comme si vous parliez à un psy. Et il va vous répondre pas mal de choses qui peuvent être pertinentes, sauf qu'il n'y a pas un humain derrière. Il y a juste un ensemble d'algorithmes qui fabriquent des énoncés probabilistes statistiquement jugés pertinents hein, et qui construit des réponses. Alors ça, par exemple, ça pose toutes sortes de questions éthiques. Exact. On va aller un petit peu dans la partie scientifique maintenant pour mieux décortiquer ça à monsieur, madame, tout le monde qui vont suivre cette émission-là. Et je vous demande de nous parler si vos recherches actuelles portent principalement sur le design. Vous venez de parler tout à l'heure, c'est sur la cybersanté mentale, qui passe par la chaire. Votre chaire, je pense, qui porte le nom Diamant, Oui. dont vous êtes le titulaire. Serait-il possible de nous décortiquer des résultats obtenus actuellement par cette vision inspirante et créative dont plusieurs parents, je suis persuadé, aimeraient inévitablement s'approcher et s'investir pour voir d'où ça vient ou voir cette nouvelle lumière au bout du tunnel pour leurs enfants qui vivent cette santé mentale grave parfois. Qu'avez-vous à nous dire? Le projet principal que développe ma chaire, c'est le projet Mentaliste, justement, dont le nom apparaît derrière moi. Ouais. Un projet qui vise, c'est un projet long, ambitieux, mais qui est en train d'aboutir après plusieurs années de recherche et développement. Là, à l'heure où je vous parle, la plateforme Mentalis, la première version est presque disponible. C'est une question de semaines maintenant. Disponible en version bêta privée, pas encore en version publique parce qu'on doit encore la tester avec des professionnels de la santé. Mais c'est une plateforme numérique qui offre un bouquet de fonctionnalités. Ce n'est pas une seule chose, c'est plusieurs fonctionnalités qui sont intégrées entre elles et qui, ensemble, concourent à améliorer l'expérience de l'accès aux soins. C'est bien connu de tout le monde que l'accès aux soins, en général, mais en santé mentale en particulier, est quelque chose de difficile, de long, de labyrinthique, d'opaque, on ne comprend pas le système, de décourageant. Et nous le savons d'autant plus que nous avons fait faire, enfin, nous avons organisé des ateliers de co-design, donc de co-conception. On a demandé à des personnes qui ont un long vécu en santé mentale. On a demandé à donc ce qu'on appelle des pairs aidants, des personnes qui ont acquis une certification, mais qui sont au départ, comme vous et moi, des personnes qui, à un moment donné dans leur parcours, ont eu besoin de soutien et d'aide en santé mentale, puis qui ont acquis une première connaissance, un premier savoir par leur expérience vécue de comment fonctionne le système de santé mentale, etc.
Alors, ce sont les pères aidants pour faire vite. Ce sont des personnes certifiées qui sont pas des cliniciens, pas des soignants, mais qui sont formés à la relation d'aide et qui peuvent aider des personnes qui découvrent le système de santé, qui découvrent les difficultés de santé mentale. C'est un peu comme des gens expérimentés qui peuvent mentorer des nouvelles personnes qui arrivent dans cet univers un peu complexe de la santé mentale. Alors, on les a fait participer, elles et eux, avec aussi des professionnels de santé, mais on leur a fait dessiner leur parcours de soins sur 10 ans, par exemple. Et ce qui ressort, ce sont des visuels, hein, qui montrent en fait la dimension labyrinthique qui est très désordonnée des parcours de soins, qui sont difficiles et qui donc retardent l'accès à des soins. L'accès aux soins est long, compliqué, décourageant, labyrinthique, et ça retarde les soins. Parfois même, ça les empêche. Parce que, je prends un exemple, le trouble bipolaire en moyenne, ça prend 10 ans pour le diagnostiquer. Euh, En moyenne. Parce que ça s'améliore peut-être maintenant, mais ça veut dire que avant de réunir tous les éléments qui permettent de statuer, eh bien, ça peut être long d'arriver à ce diagnostic. Ou même tout simplement quelqu'un qui fait une dépression, qui est un trouble mental courant, hélas, eh bien, ça peut aussi prendre du temps avant de recevoir l'aide appropriée. Donc, les parcours de soins sont compliqués. Donc nous avons voulu contribuer à les améliorer. Alors on ne va pas faire de la magie, c'est pas parce qu'on fait du numérique qu'on va faire de la magie. Mais nous avons pris le problème sous un angle qui a été un peu trop délaissé. On parle beaucoup de l'accès aux soins sous l'angle des ressources. Il manque de ressources. Et c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Il manque des ressources financières, il manque des ressources humaines. C'est vrai. Mais vous voyez, on s'est rendu compte, il y a des recherches qui le confirment, que même si on augmente drastiquement les ressources demain matin, il reste que le système est compliqué. Le système de santé est un gros paquebot administratif et logiciel qui est pas simple par lui-même. Alors nous, on essaie de travailler avec nos approches de design, de créativité, dans ce système. Comment rendre plus simple l'expérience de l'accès aux soins? Comment essayer d'accélérer les trajectoires qui font qu'on va trouver la bonne aide dont on a besoin? Encore une fois, pas de magie, parce que un autre facteur qui joue, qui est très différent par rapport à la santé physique, c'est que lorsqu'on a une difficulté de santé mentale, on n'est pas prêt à l'identifier et l'accepter en 24 heures, contrairement à une blessure physique. Donc, il y a aussi un facteur qui joue dans la longueur des parcours de soins, c'est le temps que ça prend au personnel même d'accepter ce qui leur arrive. Il peut y avoir du déni ou de la fuite. Non, mais je vais bien en fait. Mais à un moment donné, comprendre qu'on va mal, c'est pas si simple. C'est pas si simple de l'accepter, de réaliser que c'est le cas. Bon, quand c'est très flagrant et très violent, on n'a pas d'autre choix, c'est vrai. Mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a un travail d'acceptation aussi, de familiarisation, de comprendre un peu de quoi parle-t-on, parce que c'est toujours invisible, la santé mentale, c'est toujours abstrait. C'est ce qui fait d'ailleurs que dans un autre projet de ma chaire, on a créé une banque d'images en santé mentale. On a mis en image la santé mentale. 300 images sont disponibles gratuitement pour la population et les services de communication grâce à notre travail de recherche en design graphique sur la santé mentale, validé par des partenaires et des organismes communautaires en santé mentale. C'est un autre projet, ça. Mais c'est pour illustrer la dimension abstraite, parce que c'est invisible. Donc, ça fait qu'il y a beaucoup de facteurs qui compliquent l'accès aux soins. On manque de ressources. En même temps, c'est abstrait. En même temps, c'est difficile à accepter. Il y a de la stigmatisation. Avant de l'accepter, justement, eh ben, il faut arriver à se défaire un peu de la stigmatisation. Non seulement il y a de la stigmatisation, Mhm. il arrive encore aujourd'hui, en 2024, que des gens perdent leur emploi en raison d'un trouble de santé mentale. Ça arrive encore. Ouais, 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 ouais. Et il y a aussi de l'auto-stigmatisation. On se le fait tout seul à soi-même. On s'auto-stigmatise. C'est documenté. Donc tout cela fait que c'est complexe. Donc nous, on ne prétend pas faire de la magie, mais on pense que en analysant les étapes une à une, qu'est-ce que vivent les gens dans un parcours de soins, c'est ce qu'on appelle faire du design de service. Et on pense qu'en repérant tous les petits points de friction et qui sont tout au long du chemin, si on les identifie et qu'on essaye d'en améliorer le plus grand nombre,
eh bien, ça ne va pas être seulement un point de friction par-ci ou un point de friction par-là, mais si on arrive à améliorer un ensemble de points de friction, on va améliorer plus que des points de Ouais. friction limités. On va arriver à, on l'espère, c'est notre hypothèse, à proposer une expérience d'accès aux soins et de suivi plus fluide. Et c'est ce qui nous a amené à concevoir Mentalisme. On ne l'a pas conçu tout seul, on ne l'a pas conçu en mode top-down, comme si on avait la bonne idée du haut de notre... C'est je une sais- excellente, c'est une excellente réponse qui va me mener à vous poser une question relative à cet avancement. Professeur Vial de l'Association de paralysie cérébrale du Québec prépare déjà pour son 75e anniversaire cette année un projet qui vise à développer un programme interactif d'éducation en ligne pour informer et former les personnes vivant avec ce handicap sur différentes aides et différents apprentissages sur des outils avec des modules multimédia pour l'avancement de la cause. Ces personnes, il y a parmi ces personnes qui ont aussi une maladie mentale, mais qui ne sont pas nombreux. En conclusion, étant donné que ce petit pourcentage des paralysatiques cérébraux vivent avec la maladie mentale malgré leur handicap, qui n'est pas très visible, serait-il logique de penser, d'après vous, que la participation de ces personnes à vos recherches apportera une amélioration ou une compréhension plus rapide à cause de cette lucidité cachée quelque part qu'une personne vivante ayant strictement une maladie mentale? Qu'en pensez-vous? Mais oui, absolument. C'est exactement un de nos partis pris de départ dans notre projet. Donc, je ne peux que saluer votre initiative également de faire participer les personnes concernées à la conception des solutions qui les concernent. Parce que on distingue souvent dans nos milieux universitaires les savoirs théoriques qui sont ceux des chercheurs, par exemple, les savoirs professionnels plus pratiques qui sont ceux des professionnels qui œuvrent dans tel ou tel domaine, et les savoirs expérientiels, c'est-à-dire les savoirs qui dérivent de l'expérience vécue. Quelqu'un qui fait face à un trouble de santé mentale, en particulier dans la longue durée, mais même dans une durée brève ou moyenne, c'est quelqu'un qui a un savoir expérientiel de la maladie ou d'un trouble, c'est-à-dire il l'a expérimenté. Et ce savoir expérientiel, c'est un savoir, un plein et entier. Et donc, Intéressant. en tant que savoir, il peut être utile. Et c'est exactement ce que l'on fait dans les approches participatives en santé mentale. Il y a plusieurs façons d'en parler. On peut parler d'approche participative, de patient partenaire. Il y a différents termes qui sont employés selon les disciplines et les institutions, mais tous les termes reviennent à dire, dans le fond, qu'il faut intégrer les personnes concernées dans la conception. C'est sûr qu'après, il y a différentes manières de le faire. Parfois, c'est un petit peu trop limité. On va mettre 10 chercheurs autour d'une table, puis un patient. C'est un peu intimidant pour une seule personne qui a... Mais nous, on a essayé de faire des groupes équilibrés. 7 professionnels, 7 patients. De temps en temps, on les prend séparément. On fait un atelier avec, ou un groupe focus, un atelier, peu importe. Nous, on appelle ça des ateliers de co-design. On fait un atelier avec 7 patients partenaires ou pères aidants, des gens qui ont un vécu personnel en santé mentale. Le mois suivant, on fait un atelier similaire seulement avec des professionnels de santé. Déjà, on n'a pas les mêmes réactions. Le mois d'après, on les met tous ensemble et on a comme ça collecté beaucoup d'idées, d'informations. On avait fait cela beaucoup en 2021, au début du projet, et puis on a poursuivi après également de manière plus ponctuelle. Mais on a travaillé de cette manière. Et nous, on a la version participative du design, c'est le co-design, c'est-à-dire qu'on met justement des personnes qui ne sont pas designers, comme justement des personnes qui ont un savoir expérientiel de la maladie ou des professionnels de santé, et on les met avec des gens qui ont un savoir-faire, un savoir pratique de design, pour imaginer, bah, tiens,
comment on va prototyper notre plateforme numérique. Mentalis, c'est une application mobile essentiellement pour la population. C'est aussi un site web pour les professionnels, puis les deux sont synchronisés entre eux. Les professionnels peuvent communiquer avec la population du site web vers l'application mobile. Mais disons que l'offre principale pour la population, elle est sur une application mobile. Alors nous, on avait fait cela, on avait fait un travail, on avait des hypothèses, on avait des idées éclairées par notre connaissance du secteur, la littérature de recherche et d'autres choses. On avait des idées sur qu'est-ce qui pourrait être pertinent de faire dans une application mobile qui vise à améliorer l'accès aux soins de santé mentale. Mais faire du co-design nous a amené à plein d'autres idées, à modifier nos idées. Il y a beaucoup d'idées qu'on a modifiées, beaucoup, des idées qu'on n'a pas gardées, des idées qui ont été amenées par les personnes qui vivent des situations. On les a consultés sur toutes les étapes. Le choix des mots dans l'application, quels termes, quels mots mettre sur le nom d'un bouton sur lequel cliquer. On avait vraiment des retours très précis. Je me souviens par exemple d'un atelier un jour où on avait mis un bouton pour un professionnel de santé qui s'appelait prendre en charge. Et quelqu'un avait dit, mais comment ça prendre en charge? C'est infantilisant, on ne va pas prendre en charge les personnes qui souffrent de troubles santé mentale, elles savent se prendre en charge. Et donc, Docteur Oviat, oui, allez-y. ben voilà, tout ça pour dire, c'est un exemple, mais du moindre détail aux grandes idées, la participation des personnes concernées, ça apporte énormément de valeur au projet. Et nous, c'est le pari que l'on fait. On fait le pari qu'on va être plus pertinent et qu'on va répondre mieux aux besoins en ayant eu cette approche depuis le début. C'est un sujet à suivre, je vous le promets. Très intéressant. Docteur Vial, je vous remercie de votre présence dans cette émission spéciale de Téléhandicap. Je vous souhaite tout d'abord l'énergie des gens libres et en santé pour continuer à faire progresser les mesures de sensibilisation envers les personnes vulnérables de notre société. Chers téléspectateurs, ce n'est que nos revoirs pour une prochaine émission de Téléhandicap et je vous remercie.